Le vieux monde se meurt, le nouveau n'est pas encore né et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Ces monstres, ce ne sont pas des légendes, ce sont des banquiers qui financent à la fois la guerre et la paix. Ce sont aussi des dirigeants qui utilisent l'Ukraine, la Russie et l'Europe comme un champ de manœuvre. Trump, Poutine, Goldman Sachs, Terres rares, Groenland, Venezuela. Derrière les discours officiels sur ces sujets, une guerre économique totale se joue en secret. Dans cette vidéo, François Martin révèle ces négociations et ce qu'elles annoncent pour votre avenir. Alors revenons un petit peu sur le chaos du monde. Le sociologue marxiste italien Antonio Gramsci a prononcé cette phrase célèbre « Le vieux monde se meurt, le nouveau n'est pas encore né et dans le clair-obscur surgissent des monstres ». Voilà. Sommes-nous exactement dans ce clair-obscur et qui sont les monstres ? Voilà. Alors, on est exactement dans ce clair-obscur, mais les monstres ne surgissent pas encore. Parce que quelque part, je dirais que cette espèce de processus n'est pas maîtrisé, mais il est quelque part, il est discuté, il est arrangé. On le voit bien en ce qui concerne l'Ukraine. Pour moi, il y a vraiment deux négociations parallèles. Il y a une négociation qui est celle sur ce que j'appelle les bâtons, où les Européens ne sont pas là, mais en même temps, les Européens jouent un jeu, à mon avis, très moche, parce qu'ils ont donné de l'argent à Zelensky, non pas pour aller faire la guerre à l'Ukraine, aller faire la guerre à la Russie, mais surtout pour faire en sorte que Trump ne puisse pas faire la paix et essayer de l'embourber, de le faire perdre. Donc, c'est une énorme peau de banane à 90 milliards de dollars. Il y a ça, mais en même temps, on sent qu'il y a des velléités de rapprochement qui ont été matérialisées à Anchorage et qui sont très fortes. Donc, c'est pas véritablement un monstre qu'il y a derrière. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements possibles. Centaines de milliards, je pense. Milliards, oui, ouais. ça, avec les champs gaziers, Sakhalin, bien sûr, l'Arctique. Mais bien sûr, Perspective de mais négociation donc entre Russes et Américains. Les banquiers américains qui sont ceux qui financent la guerre et qui financent la paix, pour l'instant, essayent de profiter de la guerre le plus possible et le plus longtemps possible, mais derrière, évidemment que ce qui les intéresse, c'est les dividendes de la paix. Et la preuve, c'est que Poutine, là, les gens ne le savaient pas, a permis la licence de travail d'une banque américaine pendant toute la période de la guerre, c'est Goldman Sachs, et le représentant de Goldman Sachs en Russie, c'était Kirill Dmitriev. Donc, la route le des monsieur USA de l'équipe Poutine. Le chemin des carottes n'a jamais été fermé, quoi, hein, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est des monstres ? Parce qu'il s'agit beaucoup de business, on dit que Witkoff lui-même aurait des intérêts personnels, donc le négociateur américain, dans les futures perspectives. C'est certain, parce que Trump a une vision très régalienne de son pouvoir, et évidemment, tous ceux qui sont ces sbires ou ces affidés sont présents à la curée ou à la distribution des... Comment ça s'appelle, comme à Soissons. Les dividendes. Voilà. Ouais. Ah oui, comme au vase de Soissons. Je voulais vous faire réfléchir, je voulais avoir votre réflexion donc, sur... pour terminer, juste, donc, on voit en même temps des monstres, mais on voit aussi se dessiner, peut-être pas des anges, mais aussi... Donc, c'est pas uniquement... La phrase, à mon avis, de Gramsci n'est pas complète. On voit sortir des monstres, mais on voit, dans le cas présent aussi, sortir des perspectives. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, cette arrivée de Donald Trump au pouvoir, pour vous, elle est le symptôme d'une Amérique en déclin ou du retour de celle-ci sur la scène mondiale ? Est-ce que c'est une tentative désespérée face à un monde qui tend à se passer du dollar dès qu'il peut le faire maintenant ? Alors, c'est les deux à la fois. C'est en même temps le signe d'un déclin, c'est très net. Et j'en veux pour preuve le livre de Sylvain Ferreira sur le déclin de la puissance militaire américaine, qui est à mon avis une démonstration magistrale du fait que les Américains sont dans la panade sur le plan militaire pendant au moins 10 ans. Et on ne peut pas avoir un destin, se rêver d'un destin général si on n'a pas d'armée. Et en même temps... Enfin là, ils en ont quand même une armée. Regardez l'armada qu'il y a devant l'Iran en ce moment. Oui, mais deux porte-avions nucléaires. Oui, mais ils sont pas capables d'aller taper les Russes. Ils iront pas taper les Chinois. Ils sont capables... qu'ils ont perdu la bataille de l'armement, très honnêtement. C'est ce que dit Sylvain, en tout cas. Oui, mais bon...
Moi, je ne les vois pas aller prendre un conflit majeur en direct. Ben, même s'ils étaient 6 sur 2, ils auraient déjà cassé la figure aux Russes depuis 3 ans, parce que les anti-russes sont quand même puissants dans l'arrière-cour américaine. Or, ce n'est pas le cas. Donc, sur le plan... ils n'ont même pas l'hypersonique. Ils n'ont pas l'hypersonique. Ça, c'est pas possible. Sur le plan de la guerre électronique, c'est pas les meilleurs. Sur le plan des patriotes, ils font 550 patriotes par an pour le monde entier, pour eux, pour les Ukrainiens, pour et ils en ont pas assez. Pour Israël, ils en ont pas assez. Enfin, ils ont un système qui... Alors comment est-ce possible quand ce pays, les États-Unis, dégage tous les ans un budget de sa défense qui équivaut les 1000 milliards de dollars aujourd'hui, Oui, ce qui est l'équivalent Oui. des 26 pays qui suivent. Oui. Comment est-ce possible qu'une telle puissance militaire, finalement, aujourd'hui, ils ont fait des mauvais choix? Ben, ils ont fait les mauvais choix, et puis surtout quand les budgets deviennent nettement gigantesques, c'est la coule qui est gigantesque. Donc je pense qu'il y a des retards ahurissants. D'ailleurs, Trump a fait passer un décret, je crois, comme quoi il exigeait les livraisons en temps et en heure. Il y a des trucs qui ne marchent pas et qu'on est obligé de refaire, et on dépense des millions et des dizaines et des centaines de millions pour essayer d'améliorer ci ou ça. Il y a le fait que leurs terres rares, ils les achètent à leur principal ennemi. Alors ça, c'est une faute... c'est une faute stratégique qui est majeure, ça. Ça tombe bien, c'est ma question suivante. Groenland, Venezuela, Cuba, les États-Unis affirment leur volonté de conquête ou de contrôle, on va dire. Derrière les déclarations, en fait, on sent que les enjeux gaziers, pétroliers sont énormes, ceux des matières premières et autres terres rares aussi. Est-ce que Trump a des chances de gagner cette guerre économique contre la Russie, mais aussi contre la Chine? Oui, je le pense. Et ça, c'est le côté, je dirais, il y a d'un côté le déclin qui me paraît manifeste aussi. On voit qu'un certain nombre de pays n'ont plus peur. Enfin, l'Iran n'a pas l'air d'avoir peur aujourd'hui. Alors bon, tout le monde fait du cinéma dans ce genre de cas, mais les déclarations de Khamenei ne montrent pas le type qui commence à se coucher. Visiblement, le Venezuela n'a pas l'air d'avoir excessivement peur non plus, parce qu'ils n'ont pas ouvert les champs pétroliers aux Américains. Les Américains n'ont pas voulu y aller. Les 40, voilà, il y avait un haut gradé américain qui est allé au Venezuela hier, qui ont discuté avec ses homologues. Oui, ils discutent. Mais en même temps, vous voyez que la nouvelle présidente, organise des manifestations anti-américaines dans les rues mais elle libère les prisonniers quand Donald Trump lui demande de les libérer. Elle est quand même très pragmatique. Elle est très pragmatique, on est bien d'accord. Ouais. Mais ce n'est pas l'attitude d'un pays qui s'est couché, disons. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit véritablement aujourd'hui. Donc, il y a en même temps, de la part de Trump, bien évidemment, c'est ce que je dis dans mon livre quand je parle de régionalisation du monde. Je pense qu'on va vers une régionalisation du monde, et je ne sais pas comment va se terminer l'affaire du Groenland, s'il va racheter les territoires là où il y a précisément les mines. C'est ça qui lui coûterait le moins cher. Je vais faire mes mines là, et il va américaniser en fait le territoire comme une ambassade. Donc à mon avis, ça peut peut-être se terminer comme ça, ou par un bail amphithéotique de 99 ans, enfin j'en sais rien en tout cas.